Et donc, dans une deuxième partie, j'ai envie de vous partager, j'ai envie de vous montrer ces personnes qui ont pris position en se disant, eh bien, les pauvres, nous, on va s'en occuper, en tout cas, ça nous tient à cœur. Je ne sais pas comment, mais on va le faire. Et je vais vous prendre 4 exemples dans des domaines différents de personnes, j'estime à partir du moment où il y a plus d'1 million de bénéficiaires, on passe du microéconomique au macroéconomique. Ça pèse son poids. Alors là, moi, c'est la partie que j'aime le plus et qui me nourrit aujourd'hui et qui me montre qu'on est en train de changer et de muter parce qu'il y a des personnes qui se laissent guider par l'esprit. Chrétien ou pas chrétien, c'est pas... L'esprit souffle où il veut, tu entends sa voix, tu y vas. Et je voudrais dire que quand on regarde le cheminement de ces personnes, il y a 3 constantes. Et j'aimerais insister sur ces 3 constantes parce qu'en fait, s'occuper ou arriver à ce stade où on se donne pour les pauvres d'une manière ou d'une autre, il y a des prises de conscience. C'est un chemin humain et spirituel. C'est pas, ça ne tombe pas comme ça du jour au lendemain. Non, c'est un long processus de maturation. Et comme je crois qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont entrées dans ce chemin-là, je crois également que la société s'ouvre à ces prises de conscience. Et ces 3 choses qui sont communes à ces personnes, c'est la première chose, c'est pousser un cri, de dire non, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter cette pauvreté, je ne peux pas accepter de voir ces femmes qui souffrent, je ne peux pas accepter de voir ces enfants qui n'ont pas d'avenir, je ne peux pas accepter que mon pays, Anthony Nelotto qui est philippin, soit si pauvre. Première étape, le cri. J'ai envie de dire ça comme ça, même au cri des psaumes, de dire Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné, pourquoi nous as-tu abandonné? Et on a besoin de poser ce cri, parce que c'est un cri de naissance aussi. De dire plus jamais ça, je ne veux pas ça. Deuxième étape, c'est de se mettre en route. Tout simple. Et pourtant de commencer petit. Et là, pour donner l'exemple de Muhammad Yunus, donc prix Nobel de la paix 2006, qui a lancé le microcrédit, qu'on a bien connu, puisque si nous, on avait pu développer le microcrédit au Chili, c'était grâce à lui, grâce à son expérience au Bangladesh. Il dit, mais moi, je ne voulais nullement créer une banque. Je voulais nullement, je ne pensais pas créer une banque, je voulais résoudre un problème concret. Prêter de l'argent à des femmes pour qu'elles ne soient plus soumises à l'emprise des usuriers. Il a prêté 27 $ à 42 femmes. 3 fois rien. Premier pas. Aujourd'hui, la Grameen Bank, plus de 10 millions de bénéfices, de crédits, de microcrédits d'année, et plusieurs centaines de millions de microcrédits donnés à travers le monde, parce qu'il n'a pas gardé l'idée pour lui. Quand nous, on lui a demandé comment ça se passe, il nous a envoyé les papiers, il a dit faites. Il y en a plein d'autres qui se sont appropriés le concept du microcrédit pour le développer. Et aujourd'hui, ça a permis à combien de personnes de se mettre debout, ça a permis à combien de personnes de créer leur entreprise. Et je peux vous dire, pour l'avoir vécu, la joie, la fierté des gens quand ils avaient remboursé leur crédit, qu'ils avaient créé leur entreprise. Je crois qu'il n'y avait pas de plus grande joie au monde. Ce sentiment, j'y suis arrivée. Et donc à quel point, à ce moment-là, la finance est au service de l'économie et l'économie au service des personnes et du meilleur des personnes. Mais là, je vous ai dit que 2 choses dans les 3 caractéristiques, après je reprendrai des exemples plus concrets. La troisième, la première, c'est pousser le cri. La deuxième, c'est faire un premier pas, une première expérience locale, micro-locale, petite. Et troisième étape, la reproduire à grande échelle quand ça marche. De trouver la bonne formule, les bons ingrédients et après, démultiplier. Et donc, dans les exemples que je vais vous donner de ces hommes et de ces femmes qui ont commencé, on va retrouver ça. Alors, donc je parlais en premier de Muhammad Yunus, parce que je pense que vraiment,
C'est un homme révolutionnaire, d'une révolution pacifique, mais qui change profondément et la finance et l'économie. Microcrédit, je vous en ai parlé, je ne vais pas en dire plus. C'est quelque chose maintenant qui est connu, qui est entré dans les mœurs et qui est reconnu. Et en même temps, il a continué, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué avec ce qu'on appelle le social business, l'entreprise au service des plus pauvres. On a eu la chance de le rencontrer il y a un mois, et il disait avec ce naturel, quand les pauvres ont un problème, je crée une entreprise. Et alors là, je vous explique parce que je trouve ça incroyable. Par exemple, pour l'énergie, ils ont besoin d'énergie dans les villages. On a créé une entreprise de panneaux solaires. Et au début, on vendait 15, 20, 30 panneaux. Et au bout de 10 ans, on a dépassé le million de bénéficiaires. Et dans le social business tel que lui le conçoit, il y a 3 règles fondamentales. Première règle, les actionnaires, donc ceux qui possèdent l'entreprise, déposent leur argent, mais n'attendent pas de dividendes. 0 dividende redistribué. Deuxièmement, il faut que l'entreprise soit rentable, qu'on couvre les coûts de production. C'est une condition sine qua non. Et en plus, si elle dégage du profit, on réinvestit le profit dans l'entreprise au niveau quantitatif et qualitatif. Et troisièmement, les salariés de ces entreprises ont le même salaire que les autres sur le marché, mais ont des conditions de travail au niveau sécurité, au niveau environnement de meilleure qualité. Et bien sûr, ça doit être écologiquement responsable. Et il rajoute, ce que vous faites, ce que vous créez, faites-le dans la joie. Ça, c'est son dernier petit conseil dans le social business. Vous donnez l'exemple des panneaux téléphone portable. Les dames au téléphone, call phone ladies, elles achètent un téléphone portable et elles louent des minutes aux gens du village. Business très rentable. Et de nouveau, 1 million de personnes et plus en sont bénéficiaires. Et ça rend service. Imaginez la personne qui sait qu'elle peut aller voir celle qui possède le téléphone et lui dire « Je sais que ma sœur qui habite à l'autre bout du Bangladesh est malade, j'ai besoin de l'appeler. » Et voilà, ça rend service. Il y a bien sûr des liens entre les grandes entreprises et la Grameen Bank. On a beaucoup parlé de Grameen Danone, cette fabrication de yaourts aux nutriments, enrichis aux nutriments qui correspondent à ce dont les enfants ont besoin et qui permettent de lutter contre la malnutrition. Avec Veolia, il y a des accords qui ont été faits pour la purification de l'eau dans les villages, parce que l'eau est très contaminée. Mais de nouveau, les règles, social business, l'objectif c'est le pauvre, le moyen c'est l'entreprise et pas de dividendes. Donc, je trouve que Mohamed Yunus est quelqu'un qui vraiment a fait des percées dans le monde de la finance, dans le monde de l'économie, afin de l'humaniser. Il y a 2 livres très intéressants qu'il a écrits, Vers un monde sans pauvreté et Pour une économie plus humaine. Et il est écrit là de manière simple, tout ce qu'il a fait depuis des années dans ce sens-là. Deuxième, je dirais, manière d'humaniser, manière de réduire aussi cette division, toujours dans le même sens, c'est tout le réseau Ashoka. Ashoka, c'est un réseau de 3000 entreprises et 150 en plus chaque année, qui travaillent dans le même sens que le social business, c'est-à-dire que l'outil de l'entreprise est au service d'une cause sociale, d'une population particulière. Et vous en connaissez. Vous ne savez peut-être pas que ça fait partie d'Ashoka, mais par exemple, les jardins de cocaïne, plus de 1000 jardins en France. Premier
premier producteur de légumes bio, quand même en France. 25 000 personnes réinsérées par ces réseaux depuis le début, eh bien, font partie d'Ashoka. Et Ashoka veut dire lever le voile de tristesse. Si c'est pas merveilleux comme nom. D'autres initiatives que vous devez connaître aussi. Vitamine T. Le responsable, André Dupont, est un enfant de la DAS. Et c'est aujourd'hui le premier employeur pour la réinsertion économique. 27 000 personnes depuis les débuts se sont réinsérsées par la voie économique, 14 entreprises, 3 000 salariés, et ça se développe. Mais de nouveau, au service de ces populations-là, on crée des entreprises donc viables et rentables. Il y a aussi les épiceries des Andes, les Andes, qui sont des épiceries solidaires. Il y en a. Vous pourrez regarder, je dis là quelques exemples du site Ashoka, mais vous avez beaucoup d'exemples de toutes ces initiatives économiques, mais au service d'une cause sociale. Et donc ces épiceries ont aussi emploi du personnel, aussi permettent la valorisation des fruits et légumes qui sinon seraient périmés et permettent de réinsérer les personnes. 160 000 bénéficiaires chaque année et 260 épiceries à travers la France. Un dernier exemple, parce que je trouve que ça correspond vraiment à une question cruciale aujourd'hui. Je vous disais qu'en France particulièrement, il y a des zones où les mairies, où les pouvoirs publics ne savent même plus comment y aller, comment pénétrer, parce que c'est sans foi ni loi. Il y a une amie, on la connaît, elle a créé Voisin Malin. Voisin Malin, qu'est-ce que c'est? C'est une personne de ces quartiers-là, qu'on salarie, et qui va faire du porte-à-porte pour écouter les besoins de la population et en même temps les informer sur les droits, sur les possibilités, sur comment devenir citoyen. Et cette initiative a été reconnue par Ashoka comme quelque chose qui correspondait à un besoin et qui a besoin de se démultiplier. Et donc, je trouve que tous ces signes, c'est plein d'espérance. Et pour reprendre l'exemple de la fois dernière, le relais, c'était magnifique, cet exemple de réinsertion par l'économique et de voir à quel point la structure accueillait la personne qui devait être, qui allait se réintégrer par le travail, pour qui ce n'était pas évident, mais tous les anciens accompagnaient le nouveau qui arrivait et qui était en étape de réinsertion. Grameen Bank, Yunus, Ashoka, des millions de bénéficiaires derrière ces entreprises. Autre personne que j'ai eu la chance de rencontrer, Tony Melletou, un Philippin. Alors je vais reprendre les petites étapes de sa vie, parce que de nouveau, on y voit un cri. Il travaille chez Procter & Gamble, bien formé, crise de sens. Pourquoi, comment? Et il a fait un premier pas. Aux Philippines, il a travaillé pour Couple for Christ, les couples pour le Christ. Et là, il a commencé dans la formation pour couple. Il a fait ça pendant des années. Et puis à un moment donné, il s'est dit, mais mon peuple, le peuple philippin est pauvre, qu'est-ce que je peux faire? Et il a créé Gawat Kalinga, qui veut dire prendre soin, qui veut dire protéger. Et il s'est donné comme défi, avec ceux autour de lui, d'éradiquer la pauvreté aux Philippines. Il a mis 4 ingrédients dans son modèle. Premier ingrédient, l'esprit d'entreprise. Deuxième ingrédient, le bénévolat. Il y a 27 000 bénévoles chaque année, réguliers, et puis il y a 1 million de bénévoles ponctuels par an. Et puis bien sûr aussi du business, créer des business pour que les choses durent. Alors, il a créé des choses vraiment étonnantes. D'abord, les fermes enchantées.
et qu'on revend à la ville. Ces fermes, il y en a des villages, il y en a plus de 2000. Il a créé aussi des partenariats avec des entreprises. Et dans son modèle, il se dit, mais les multinationales, il ne faut pas les mettre à côté, il faut les mettre dans le coup. Et donc avec Air France KLM, avec Shell, avec Hyundai, avec Procter & Gamble, avec toutes ces grandes multinationales, il les met dans le coup et dit, voilà, venez m'aider, venez nous aider à créer des activités, des villages. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels seraient les partenariats gagnant-gagnant pour que ça marche? Et de fait, lors du typhon, cette ONG-là, Kalinga, a été tout de suite opérationnelle pour les secours d'urgence, pour aider avec la mobilisation du réseau de bénévoles. Donc voilà, ça c'est encore une expérience assez étonnante que Tony Milotto. Et la dernière, dans un autre registre, qui est plutôt le registre, j'allais dire caritatif, plutôt le registre, oui, association. Cette bougie en fait partie. C'est l'association Voix Libre. C'est une femme que j'ai rencontrée lors d'une conférence que j'ai donnée à gauche à droite. Elle s'appelle Marianne Sébastien. Elle est cantatrice. Et lors de ces tournées où elle chantait à travers le monde, en Bolivie, elle a rencontré, elle a vu les gamins des rues, elle a vu les femmes. Il faut savoir qu'en Bolivie, 2 femmes sur 3 subissent de la violence. Et elle s'est dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire? Une chanteuse, 0 expérience d'entreprise, pas du tout dans le domaine. Mais avec son talent à elle, de chanteuse, elle a commencé, ils ont commencé avec quelques gamins, un prêtre sur place faisait certaines choses et elle s'est mise à les faire chanter. Et dans ces orphelinats, dans ce lieu-là, tous les matins ils chantent. Et je peux vous dire que ça guérit plein de traumatismes. Il y a une joie de vivre qui revient. Quand la joie de vivre revient, l'envie d'apprendre, l'envie d'avancer. Et alors elle me disait, mais tu sais moi, je dis, mais comment tu as fonctionné? Parce qu'au bout de 20 ans, quand même, au bout de 20 ans, il y a plus d'1 million de bénéficiaires. Moi je suis assez scotché. 120 000 crédits, microcrédits, sans intérêt. Moi ça me pose question quand même. Donc je dis, mais comment tu fais, Marianne? Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, j'ai commencé par une chose, puis une autre. Il m'a dit, mais en fait, on a commencé par quoi? Prendre les gamins qui souffraient le plus, prendre les femmes qui souffraient le plus et à prendre soin d'elles. Après ça, on les a fait chanter, on les a mis ensemble, on a cherché comment les faire vivre. Donc on s'est occupé d'abord de les nourrir, après de les soigner, puis après quand ils allaient bien, on s'est dit, bon, on va les éduquer. Donc on a essayé de scolariser les enfants. Puis une fois qu'ils étaient scolarisés, on va les faire étudier. Et après, s'ils ont étudié, il faut leur donner un métier. Et en 20 ans, aujourd'hui, sur les 450-500 responsables de Voix Libre, 80-90% sont des enfants, sont des femmes qui sont sortis de ces programmes-là et qui se disent, moi j'ai eu la chance de m'en sortir, que d'autres aient cette même chance. Et sur les 150 responsables des orphelinats, des lieux d'éducation, de lutte contre la violence, parce que il faut aussi trouver des papiers, parce qu'il y a plein d'enfants qui n'ont même pas de papiers. Donc un jour il s'appelle Juan, et puis l'autre jour il s'appelle Arturo. Il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de nom, donc donner un papier, donner une identité à ces enfants, à ces personnes. Et donc il y a toute une équipe qui va s'occuper de régulariser les papiers. Et donc tout ça se fait de manière naturelle, et dans les 150 responsables de tous ces projets-là, la moyenne d'âge est 28 ans. Et quand on sait que l'association a 20 ans, on sait que ce sont des personnes qui étaient entre 8 et 15 ans, qui ont été sauvées et qui aujourd'hui sont responsables de ces projets-là. Et moi je trouve ça magnifique, le ressort qu'est l'empathie. Qui mieux que ces personnes-là peuvent aller chercher les autres. Je pars lundi soir en Bolivie pour aller
fabriquées par des femmes des mines de Potosi. C'est elles-mêmes qui ont inventé le modèle. C'est elles-mêmes qui se sont dit il faut qu'on trouve une idée pour avoir des revenus et pour éviter qu'on soit obligé d'aller dans les mines pour travailler pour un salaire de misère. Elles se sont mis ensemble, elles ont fait des essais, elles ont demandé un peu leur avis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et ils sont arrivés à ça. Et ils ont dit, ces bougies-là, c'est l'histoire de notre vie. Nous, on était dans l'obscurité des mines. Et puis grâce à Voix Libre, grâce à cette dynamique de groupe de parole, prendre soin les uns des autres, on a eu envie de créer et d'entreprendre. Et maintenant, notre vie, elle est aux couleurs de l'arc-en-ciel. On a retrouvé les couleurs dans notre vie. On a retrouvé cette joie et cette envie de créer. Et donc, moi, je trouve que ces bougies ont plein de sens, que ces femmes, c'est leur âme qui leur ont donné. Et donc, je vais aller sur place, voir comment ça se passe, et essayer de voir comment on peut être un relais entre ce qu'elles fabriquent et puis le monde ici. Et souvent, je pense aux jeunes. J'ai eu encore 4 mails cette semaine de jeunes qui me disaient « J'ai entendu votre conférence à tel moment. Une amie m'a dit que vous avez écouté à tel moment. Je cherche comment donner du sens à ma vie professionnelle. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et je prends le temps d'appeler, d'écouter, parce que je me dis ça, c'est la sève qui pousse. Aujourd'hui, c'est le printemps. Et je me dis, si on accompagne toute cette sève dans la jeunesse d'aujourd'hui, toutes ces inspirations, qu'est-ce qui peut se passer demain? Et je crois beaucoup qu'aujourd'hui, et je termine par ça, c'est ma conclusion, qu'on est en train de muter, que le système économique dans lequel on est depuis la révolution agricole et industrielle, on a avancé sur un axe qui nous a fait bien avancer, il ne faut pas regretter, sur l'axe du progrès technique. Il y avait l'équation